Merci d'être resté avec nous. Elle nous est indispensable. Sans elle, pas de vie possible. On la trouve dans les aliments, dans la nature, dans notre réfrigérateur et tout simplement en ouvrant nos robinets. Aujourd'hui, Allo Docteur est consacré à l'eau que nous buvons. L'eau est le principal constituant de notre corps. Notre organisme en contient 60 à 80%. Alors pour la renouveler, pas de secret, il faut boire en moyenne 1,5 litre d'eau par jour. Eau du robinet, eau de source ou eau minérale. Pardon, les vertus santé des eaux minérales se vérifient-elles? On attend toutes vos questions, mais d'abord on va essayer un petit peu de comprendre à quoi sert l'eau dans notre corps. Donc on vous l'a dit, le corps humain est composé de 2 tiers d'eau, ce qui fait à peu près 45 litres pour un adulte de 70 kg. Cette eau n'est pas répartie uniformément. Non, sa concentration va varier d'un organe à l'autre. Elle est par exemple de 1% dans l'ivoire des dents, 90% dans le sang et la lymphe. Et les organes les plus riches en eau sont le cœur et le cerveau. C'est inquiétant de savoir qu'on n'a que de l'eau dans le cerveau, mais enfin c'est comme ça. Vous voyez ici des cellules du cerveau par exemple, et vous avez, alors il y a de l'eau dans les cellules, mais tout ce qu'il y a autour, là, tout le blanc, c'est aussi aqueux. Et puis c'est ce qu'on appelle ici l'espace intercellulaire. Alors c'est dans cet espace justement que l'eau fait circuler différentes substances chimiques qu'elle a dissous pour les faire parvenir aux cellules. L'eau les fait transiter de l'extérieur vers l'intérieur, autrement dit, l'eau est indispensable à la survie et à l'activité de ces cellules. Elle va participer aux nombreuses réactions chimiques qui s'y produisent et l'eau va contribuer à maintenir l'équilibre chimique du corps. C'est par son biais que les déchets produits sont éliminés. On élimine 1 litre de liquide par jour à peu près dans les urines, une autre partie par la respiration ainsi que par la transpiration. La sueur, vous le savez, contribue au maintien d'une température constante du corps en évacuant la chaleur produite par l'activité des cellules. Et puis l'eau éliminée doit être remplacée parce que le corps humain ne peut pas stocker l'eau, d'où l'importance de la soif qui est le mécanisme par lequel l'organisme avertit qu'il est en état de déshydratation. Oui, et puis sachez qu'une baisse de 5% de la teneur en eau de l'organisme va provoquer une sensation de grande soif. Et si cette perte atteint 20%, le risque devient mortel. Sans apport d'eau d'aucune sorte, ni dans l'alimentation, ni en la buvant, on ne peut vivre plus de 3 ou 4 jours. Pour répondre à toutes vos questions de spécialistes, le professeur Gilbert Deray, qui dirige le service de néphrologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c'est à Paris. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Charles Pernin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission alimentation à l'association CLCV, dont le site va s'afficher, Association Consommation, Logement, Cadre de Vie. Alors, beaucoup de questions, vous l'imaginez. Je bois entre 4 et 6 litres d'eau ou plus par jour. Est-ce grave, docteur? Dit Pascal. C'est énorme, non? Alors c'est effectivement beaucoup. Grave non, sauf si cette personne a une maladie qui l'oblige à boire. Ça existe. Alors soit c'est une potomanie, auquel cas c'est simplement une habitude prise qui est anormale et qui peut être réduite spontanément. Soit c'est une maladie qui peut être rénale ou même cérébrale qui vous oblige à boire, car vous perdez de l'eau par le rein sans le vouloir, auquel cas il faut qu'il consulte un néphrologue. Ça dépend combien il va uriner en fait. S'il urine beaucoup et qu'il est obligé de compenser en buvant 6 litres par jour, c'est qu'il y a un problème rénal. C'est tout à fait ça. Voilà. Et s'il boit parce qu'il a envie de boire et qu'il urine pas plus que d'autres, c'est que là il est... Alors, il y a aussi une autre situation qui est fréquente particulièrement en France, c'est qu'on prend parfois des médicaments comme les neuroleptiques qui assèchent la bouche, qui donnent soif. Ça peut être aussi tout simplement cela. Guylaine dit que son eau est très calcaire. Elle demande s'il y a des conséquences sur la santé si on en boit régulièrement. La réponse est non. Le calcaire qui est dans l'eau, c'est surtout embêtant pour les machines, les tuyaux des machines, mais pas pour les tuyaux de nos artères. Et le plus souvent, l'eau qu'il y a, par exemple, dans l'eau du robinet ou dans certaines eaux minérales, est avec ou sans calcaire, ça ne pose strictement aucun problème. Je dirais même d'ailleurs qu'il est plutôt conseillé d'avoir une certaine quantité de calcium, pas de calcaire, parce que ce serait gênant, dans l'eau que nous buvons. Et quand on nous pose une question, l'eau qui a bouilli pour le thé par exemple est-elle de meilleure qualité que l'eau froide? Est-ce que sur le plan santé, pas ce qu'il y a dans l'eau, ça c'est peut-être vous qui allez pouvoir répondre, mais est-ce qu'on a intérêt à bouillir de l'eau, quitte à la faire refroidir, pour la boire après comme de l'eau classique, parce que finalement on va éliminer plein de choses. Non, ça n'a strictement aucun intérêt, sauf si cette eau est porteuse de germes, de bactéries, ce qui logiquement n'est pas le cas pour de l'eau potable dans certains pays. Mais si l'eau est stérile, la bouillir n'a strictement aucun intérêt. Elle n'enlèvera pas la plupart des minéraux, donc non, ça ne sert à rien.
Question qu'on se pose maintenant depuis un petit moment. Émilie de Brest demande si c'est vrai que les carafes filtrantes sont pleines de bactéries au point que l'eau n'est plus potable. Qu'est-ce qu'il faut penser aujourd'hui de ces carafes filtrantes? On a dit beaucoup de choses. À un moment, c'était génial. Dans lesquelles il faut mettre des... oui, parce que le problème, c'est qu'il faut aussi mettre des cartouches à l'intérieur qu'il faut renouveler régulièrement. Il faut renouveler les cartouches, mais effectivement, il y a un certain nombre d'études qui ont été conduites au domicile des consommateurs et qui ont montré que ces carafes filtrantes pouvaient, lorsque l'entretien n'était pas adéquat, se transformer en nid à microbes. Donc ça pose quand même question sur la sécurité de ces dispositifs et sur leur utilisation par les consommateurs. C'est quand même un petit peu aberrant de savoir qu'on a effectivement une eau au robinet qui est d'une qualité microbiologique irréprochable et que du fait de l'utilisation de ce type de dispositif, on risque de se retrouver avec une eau contaminée et potentiellement source d'intoxication. Parce que parfois les gens trouvent que l'eau du robinet n'a pas bon goût et qu'une fois passée à travers le filtre, le goût est meilleur. Alors ça, c'est la question du goût de l'eau. C'est vrai que c'est un sujet de controverse. Disons qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été menées pour voir si les teneurs en minéraux pouvaient expliquer le goût perçu par les consommateurs. Et c'est vrai que visiblement il n'y a pas de résultat très net qui se détache. C'est pas parce qu'il y a plus de calcaire qu'on va avoir une perception différente. C'est très variable en fait d'un sujet à l'autre. Donc ce qu'on peut dire par exemple, puisque une question qui remonte souvent, c'est celle du goût chloré. Une eau de ville trop chlorée est-elle nocive pour l'appareil digestif? On nous pose la question. Parlez-nous du goût, on va parler de la nocivité. Par rapport au goût, en tout cas, un conseil très simple qu'on peut donner, c'est de laisser l'eau dans une carafe ouverte pendant quelques minutes ou peut-être une heure au réfrigérateur, par exemple. Ça va permettre déjà d'éliminer fortement le goût de chlore. Et la température même de l'eau joue aussi sur la perception du goût. Pour revenir juste sur ces carafes, vous disiez qu'il faut un entretien parfait. C'est quoi un entretien parfait? Je pense qu'il faut déjà changer les filtres, les cartouches régulièrement. Quand il fait chaud, il faut sans doute pas la laisser dehors puisque c'est un milieu humide et donc si on laisse ça à température ambiante, ça peut favoriser la prolifération de micro-organismes. Donc le mieux c'est de mettre la carafe au réfrigérateur. Voilà. Alors, concernant l'eau trop calcaire qui avait une incidence sur l'appareil digestif, l'eau trop chlorée, pardon. Deux choses. Premièrement, je reviens juste une seconde sur le problème des bactéries. Ce qu'il vient de dire est très important, qui est que c'est pas parce que c'est de l'eau que c'est totalement anodin. Il ne nous viendrait pas à l'idée de laisser du lait, par exemple, dehors pendant 4 jours. Eh bien, une eau, qu'elle sorte du robinet ou qu'elle sorte d'une carafe, doit être consommée dans les 24 heures et gardée au frigidaire. Et c'est le meilleur moyen pour éviter l'accumulation microbienne. On a trop tendance à laisser l'eau ou les bouteilles, d'ailleurs, ouvertes comme ça sur une table en pensant qu'il n'y a pas de problème. Pour ce qui est du chlore, on respecte évidemment des normes pour le chlore. Il y a des normes pour l'eau du robinet. Et la teneur en chlore des eaux du robinet sont très en deçà de ce qui est normalement admis sur le plan sanitaire. Donc logiquement, la quantité de chlore qu'il y a n'a d'incidence que sur le goût et ne devrait pas avoir d'incidence sur la santé. D'accord. Juste pour terminer avec ce sont ces cartouches qui doivent être changées régulièrement. De toute façon, c'est indiqué, il y a un signal qui vous signale qu'il faut les changer. Voilà, donc ça coûte cher, en plus. C'est un investissement. Alors, quand on fait des calculs de coûts, ce qui est clair, c'est que c'est l'eau du robinet qui est largement en tête en termes de prix de revient pour le consommateur. Les carafes filtrantes, ça va être un peu plus cher, mais le grand écart, c'est évidemment avec les eaux en bouteille, où là, on est à 100 ou 200 fois plus cher. Alors, une question encore avant qu'on ne voit comment est traitée l'eau du robinet. Anne dit que son médecin a déconseillé l'eau du robinet à sa fille avant les 6 ans de l'enfant à cause des résidus de médicaments. On touche à un domaine extrêmement sensible. Il y a effectivement des résidus de médicaments dans l'eau du robinet, car nous déversons en permanence des quantités faramineuses de médicaments, tout simplement parce que nous les consommons et donc nous les rééliminons. C'est un domaine qui est mal cerné et c'est un domaine pour lequel on manque de réglementation. Ce que l'on sait, c'est que les quantités de ces médicaments en concentration sont faibles par rapport à ce qu'elles sont dans notre sang quand on prend ce médicament. Maintenant, quelles en sont les conséquences au long terme si on prend ces très faibles quantités pendant non pas des années mais des dizaines d'années? Et notamment les hormones, parce que les pilules, tout ça. Absolument. Eh bien, on ne le sait pas. Et donc ça, c'est un vrai problème il va falloir que la réglementation soit, je pense, durcie. Il va falloir que l'on invente des systèmes qui permettent, et il n'existe pas, à ma connaissance à l'heure actuelle, que dans cette eau du robinet, il n'y ait pas de médicaments. Alors c'est peut-être pas que l'eau du robinet, parce que je voudrais savoir, moi, ce qu'il y a dans tout type d'eau.
car y a-t-il des analyses qui sont faites pour vérifier la quantité de médicaments dans tous les types d'eau que nous consommons? Est-ce que vous paraît raisonnable de ne pas le donner effectivement aux très jeunes? Ça vous paraît raisonnable de ne pas le donner aux très jeunes enfants ou pas? Alors, est-ce que j'ai aucune donnée scientifique, médicale pour dire ne donnez pas cette eau du robinet aux jeunes enfants? Je ne parle pas des premiers mois, ou dans les premiers mois, effectivement, pour de multiples raisons, l'eau du robinet n'est pas conseillée dans les premiers mois de la vie. Donc j'ai pas de raison de le faire et de le dire, et j'en ai d'autant moins que si on ne donne pas de l'eau du robinet, quelle autre eau va-t-on donner? Et comment est-on sûr que dans ces autres eaux, il n'y a pas non plus de médicaments? Alors on va parler du château La Pompe maintenant, hein, l'eau du robinet qui coule partout en France, mais elle n'est pas forcément beaucoup bue. Un Français consomme en moyenne 150 litres d'eau par jour, Pas par jour. par heure. 150 litres d'eau par mois. C'est ça. Ou non, par combien? Je veux dire, par an. Non, 150 litres d'eau par an. C'est pas beaucoup si vous en faites 2 à 3 litres par jour, par semaine. Ça doit être par semaine. Non, mais non, ça ferait 20 litres par jour. Ça peut pas être. Non, un Français consomme beaucoup d'eau. Voilà. Ça peut pas être par mois, sinon ça ferait 5 litres par jour. Donc certains d'entre vous consomment 150 litres d'eau. Mais non, c'est parce que l'eau que l'on boit et l'eau de la douche. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est la consommation. Voilà, j'étais parti sur la consommation. Mais vous avez raison, Marina, heureusement que vous êtes là. 39% en tout cas de cette eau potable est utilisée pour les bains et les douches, justement, on en parlait, mais seulement 1% pour la boisson. Donc 1% de 150, ça nous fait 1,5 litre par jour. Comment cette eau est-elle traitée avant d'arriver dans le robinet? Réponse dans ce reportage de Franck Carimalo et Mélanie Morin. C'est un geste qu'on effectue des dizaines de fois par jour sans même y prêter attention. Limpide et potable, l'eau arrive dans nos robinets comme par magie, mais cela ne coule pas forcément de source. En Île-de-France, ce long voyage commence parfois ici, dans l'Oise. L'eau de l'Oise est une eau de rivière et soumise à beaucoup de pollutions diffuses. Ces pollutions sont liées à l'activité humaine, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient urbaines, par les stations d'épuration qui rejettent dans le milieu naturel, ou qu'elles soient liées au transport fluvial qui finalement est amené à rejeter dans le milieu naturel ces eaux grises. Cette eau très polluée à l'origine est pompée puis acheminée dans cette usine de traitement de Méry-sur-Oise. Elle circule alors dans d'immenses bassins le long de ces lamelles inclinées. Objectif, éradiquer 95% des particules en suspension qui la troublent. Donc dans ce bassin-là, on injecte un coagulant qui permet de débarrasser l'eau de tous les limons et matières organiques qui la constituent, d'une grande partie. Donc on voit les taboueux un petit peu de l'eau avec sa matière organique en suspension. Et ce coagulant permet donc de piéger toutes ces matières et ensuite dans la phase de décantation, les ayant alourdies, de les faire décanter plus facilement. La décantation rend la désinfection de l'eau plus efficace et élimine déjà de nombreuses bactéries intestinales susceptibles de provoquer par exemple des gastro-entérites. Donc on rencontre Escherichia coli et des bactéries entérocoques qui viennent donc de l'intestin humain. Ces bactéries seraient toxiques si on ne les éradiquait pas complètement pendant le traitement de potabilisation. Donc les seuils sont à 0. On souhaite aucune Escherichia coli et aucune bactérie entérocoque dans l'eau potable. Tolérance 0 pour les bactéries, et si malgré tout elles essayaient de passer à travers les mailles du filet, elles seraient retenues prisonnières. Dans ce hangar, on trouve 340 000 m² de membrane filtrante, l'équivalent de 70 terrains de football. Un géant qui filtre l'infiniment petit, c'est la nanofiltration. L'eau rentre par le millefeuille, elle est poussée très fortement, jusqu'à 15 ou 20 bars, et ressort nanofiltrée par le tube central, donc ainsi débarrassée de toute la pollution d'une taille supérieure au nanomètre. C'est comme si on arrivait à extraire de cette eau une particule qui est si petite qu'elle ne représente qu'un 100 millième du diamètre du cheveu. Entre le moment où l'eau est puisée et sa sortie d'usine, 6 à 8 heures se seront écoulées. Elle arrivera dans les robinets de 800 000 habitants de la banlieue nord de Paris. En Île-de-France, 99,9% des consommateurs reçoivent une eau de bonne qualité selon l'Agence régionale de santé. Elle effectue près de 25 000 prélèvements de contrôle par an. La dernière alerte remonte à septembre dernier. C'était en fait une contamination bactériologique, la présence de coliformes, c'est-à-dire de bactéries dans l'eau, qui avait été retracée et qui a obligé à arrêter la consommation d'eau. Alors c'était sur un secteur très particulier puisque ça concernait un hameau en Seine-et-Marne et la restriction d'usage était
pour 80 personnes à peu près. C'est quelque chose qui arrive très rarement sur des grandes distributions d'eau. À ce jour, seuls les pesticides continuent à poser des problèmes en Île-de-France. Et en 2010, à l'échelle nationale, 4% de la population a consommé une eau dont la teneur en pesticides dépassait la limite de qualité. On va passer aux eaux minérales. Il y a beaucoup de questions aussi. Jean-Louis demande si on est certain que les eaux minérales apportent des minéraux au corps humain. Pour ma part, non, fausse pub. Alors, la définition des eaux minérales est assez précise, c'est-à-dire que quand vous achetez une eau minérale naturelle, vous avez une garantie sur les teneurs en minéraux, puisqu'elle vient d'une source identifiée, donc il peut évidemment y avoir une certaine variabilité, mais les choses sont quand même assez précises. En revanche, quand vous achetez une eau de source, là, les choses sont beaucoup plus floues, puisqu'en fait, sous une même marque commerciale, vous pouvez avoir des sources différentes. Par exemple, vous allez avoir le même nom sur la bouteille, mais il peut y avoir jusqu'à 20 sources différentes qui vont exploiter cette marque commune. Donc là, vous n'avez plus forcément les mêmes teneurs en minéraux d'une bouteille à l'autre. Donc il faut vraiment distinguer l'eau de source et l'eau minérale. Mais pour l'eau minérale, les teneurs sont relativement bien définies. Et les minéraux apportés comme ça sont bien utilisés par l'organisme ? En fait, la question je crois, il faut se poser, c'est pas ce qu'il y a dans ces eaux-là. On le sait, c'est marqué sur l'étiquette. Et ce qui est marqué est exact. C'est de quoi nous avons besoin. Et ça va dépendre des individus. Prenons l'exemple du calcium. Vous avez des eaux avec quasiment zéro de calcium, d'autres qui vont en contenir 400 mg par litre. Si vous n'avez pas besoin particulièrement de calcium, c'est-à-dire on doit en consommer 1 gramme, 1,2 grammes par jour. Si vous apportez votre calcium d'une autre façon avec des yaourts, du fromage, qu'importe ce que vous prenez comme eau, c'est un choix que vous faites. Vous devez manger 1 gramme à peu près de calcium par jour. Et bien, vous pouvez choisir de le mettre dans vos yaourts, votre fromage et votre eau, ou de choisir de le prendre que par vos yaourts et vos fromages. Le plastique est-il nocif pour les eaux? Alors écoutez, à ma connaissance, tous les... pour l'organisme. Dans la question, c'est pas grave. Si vous voulez qu'on parte là-dessus, on va pas faire chaque émission. Hein. Allez, je pense que la question qui est posée, c'est de savoir s'il peut y avoir des migrations entre les emballages plastiques et l'eau contenue dans les bouteilles. Donc la question jusqu'à présent ne s'est pas posée pour les bouteilles d'eau minérale, ça se pose pour d'autres types d'emballages, d'autres matériaux comme le bisphénol A, mais en tout cas pour les emballages type bouteille plastique pour l'eau, jusqu'à présent, non, il n'y a pas de controverse. On va s'arrêter sur le goût de l'eau. C'est vrai que si on ne boit pas assez en France, c'est très souvent d'après les consommateurs à cause du goût de l'eau. Et pour satisfaire donc ces exigences, les distributeurs d'eau se sont dotés depuis quelques années de goûteurs spécialisés qui traquent et analysent les moindres molécules suspectes responsables d'un mauvais goût. C'est un reportage d'Étienne Monnier et Rudy Bancard. Dans ce restaurant branché de Paris, il est très tendance de demander la carte des eaux. Ici, on en sert plus de 80 différentes venues des 4 coins du monde. Mais qu'ont-elles de si particulier? Voici 3 verres d'eau que rien ne différencie a priori, même couleur, même odeur et même goût. Nous avons demandé à ce chimiste, spécialiste de la cuisine moléculaire, de se prêter à une petite dégustation. Alors elle est rigolote, elle est extrêmement douce. Alors ça, c'est l'eau de raisin. Ce qui est rigolo, c'est qu'il tend un tout petit peu vers le yaourt, vers le lait. Et la troisième? Alors, très très plate, surtout après celle-là. Il y a même une espèce de petit goût d'arrière-goût métallique. L'eau, ça a beaucoup de saveurs, ça n'est pas insipide. Et les saveurs, on les doit aux ions qu'elle contient, ou plutôt à une combinaison d'ions savamment dosés comme le calcium, le chlorure ou le magnésium qui apparaissent sur les étiquettes. Mais il est aussi possible de les mettre en évidence autrement, démonstration avec Hervétis et quelques gouttes de nitrate d'argent. La première, léger trouble. Il y a des ions chlorure. Alors celle-ci, l'eau de raisin, il devrait y en avoir, parce que sinon... Eh bien, il n'y en a pas tellement, c'est rigolo. Et alors, celle-ci qui vient du Canada et de l'iceberg, comme ils disent... Alors là, il y en a très très peu. Sachons qu'il y a des ions dans l'eau et que ces ions font le goût de l'eau, et c'est ça qui est important. Si les fabricants d'eau minérale s'efforcent de créer des goûts originaux, qu'en est-il de l'eau que l'on boit le plus, l'eau du robinet? Chez ce géant de la distribution d'eau potable, on a mis en place des techniques qui permettent de comprendre pourquoi l'eau a parfois mauvais goût. Aujourd'hui, petite séance de dégustation pour ces jeunes palais.
vous allez avoir 5 eaux différentes à déguster. Donc avec l'aide de la roue des goûts et odeurs, vous allez essayer de déterminer si l'eau a un goût. Donc parmi les 4 goûts qui existent, sucré, salé, acide et amer, ou une odeur, donc par exemple une odeur de terre ou de moisi. Et pour ne pas perturber les papilles, ces apprentis goûteurs ont l'interdiction de porter du parfum, de mâcher du chewing-gum ou encore de fumer avant la dégustation. Le but de cette hygiène stricte, aider le consommateur à identifier le mauvais goût de l'eau au robinet. Des goûts et des odeurs qui sont parfois difficiles à distinguer. Donc pour l'eau numéro 1, qu'est-ce que vous avez senti ou goûté? Médicaments. Donc encore une fois, vous avez un petit peu confondu chimique et médicaments. Et oui, le problème est bien là. Ce genre de test fait appel à la subjectivité. Alors pour y remédier, ce laboratoire a mis en place des tests plus objectifs. Le but est de mettre en évidence les molécules responsables du mauvais goût de l'eau. Donc ce petit barreau de verre recouvert de silicone va être plongé dans l'eau du robinet après une éventuelle plainte de consommateur et aura la faculté de piéger les composés odorants. Plongé d'abord dans un vortex, le bâtonnet va être ensuite analysé afin de relever les fameuses molécules. Donc les résultats nous montrent que l'eau avait un goût de médicament et on est arrivé à mettre en évidence ce composé, une molécule présente dans l'eau à l'origine du goût de médicament. Cette molécule s'appelle le tribomophénol et elle possède, même en petite quantité, un pouvoir odorant très puissant. Le goût et l'odeur de l'eau sont des préoccupations récentes des distributeurs. Et si aujourd'hui ils savent les identifier, reste maintenant à inventer les méthodes pour les réduire, voire les éliminer. On nous demande s'il faut être plus vigilant sur les eaux que l'on consomme après avoir fait plusieurs pyélonéphrite, donc des infections des reins. Oui, il y a deux éléments intéressants. Le premier, c'est qu'il faut boire beaucoup. Ça, c'est systématique quand on fait ou qu'on a fait des infections urinaires. C'est une excellente prévention des infections urinaires. L'autre élément, c'est qu'il faut éviter les eaux qui vont alcaliniser les urines. Ce sont des eaux qui sont riches en bicarbonate et en raies qui sont riches en sel. Comme de toute façon, le sel, c'est pas bon pour la santé. Évitons les eaux riches en bicarbonate de sel. Je possède un puits, le taux de manganèse dans l'eau est 7 fois trop élevé. Est-ce dangereux de la boire, Christelle? Manganèse? Peut-être même qu'on pourrait remonter jusqu'au puits, parce qu'il y a eu comme ça des histoires de personnes qui n'ont pas voulu se pencher sur le réseau parce qu'ils ont pensé que leur puits c'était beaucoup plus sûr. Le problème, c'est que le puits il est en communication avec la nappe phréatique. Donc au-delà du manganèse, la question qui est posée, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette eau de pluie? Et on connaît des familles qui se sont gravement intoxiquées en buvant leur eau de pluie. Donc boire du manganèse et en consommer de façon importante, c'est sans doute pas bon. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette eau du puits? On va faire analyser. Est-ce que l'eau de source des montagnes est tout à fait pure? Alors le terme pur est finalement assez vague. Donc c'est pur, ça veut dire qu'on a besoin de faire aucun traitement ensuite pour la commercialiser finalement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les eaux de source comme les eaux minérales n'ont droit qu'à un certain nombre de traitements bien définis. Donc c'est des traitements essentiellement physiques qui vont permettre de retirer des substances comme le fer ou comme le manganèse ou des métaux lourds qui sont éventuellement présents dans ces eaux. Mais il n'y a pas d'autres traitements de nature chimique. Donc c'est d'ailleurs une des différences avec l'eau du robinet. On ne va pas utiliser de chloration ou d'ozonation pour décontaminer ces eaux. Donc on peut dire qu'il y a peu de traitements. Donc oui, ça répond à une certaine définition de la pureté, si on veut. Est-ce qu'il faut varier les eaux minérales? Pas forcément. Si on a une alimentation équilibrée, on en vient de parler du goût, c'est vrai que les eaux ont un goût, et si on en aime une particulièrement, si on a une alimentation équilibrée et pas de maladie, eh bien on peut boire l'eau qu'on veut et toujours la même. Après, il faut individualiser en fonction de son état de santé et d'éventuels problèmes comme l'hypertension, l'ostéoporose. On avait une question sur qu'est-ce qu'on peut conseiller comme eau à un bébé. Eau à un bébé? Moi je considérerais alors 6 premiers mois de la vie, pas d'eau du robinet, et là, pour cette fois-ci, oui, une eau minérale. Une eau minérale de quel type? N'importe quel type, du moment que ce n'est pas une eau riche en bicarbonate et en sel. Merci beaucoup. Vous vous souvenez de ce qu'avait dit Francis Blanche? Je préfère le vin d'ici à l'au de là. C'est assez joli.